Bonjour mes belles, Amy à l'appareil, ravie de vous revoir. Bienvenue. Aujourd'hui, je vais préparer une pizza avec un nom fabuleux. Elle s'appelle la pizza grand-mère à l'envers. Ce nom merveilleux est si intriguant. Aujourd'hui, on va préparer une pizza d'apparence simple et directe avec un nom génial. On l'appelle la pizza grand-mère à l'envers parce qu'elle est à l'envers. Je ne sais pas d'où vient le mot grand-mère, c'est peut-être juste pour rendre la recette plus intéressante. Ça m'a certainement intriguée, mais nous allons préparer une pizza style poêle, une pizza fine cuite à la poêle, ce qui veut dire qu'on va l'étaler dans un moule, étirer la pâte, mais mettre les garnitures dans l'ordre inverse. On va mettre le fromage en premier, puis les tomates, ou dans ce cas, des tomates entières concassées. On va assaisonner un peu, ajouter encore un peu de fromage, et c'est tout. Super simple, super facile, pas de garniture folle, juste de la sauce et du fromage. Mais parfois, le plus souvent, les meilleures recettes sont les plus simples. Alors allons-y et préparons-la. Si j'ai bien compris, ce style de pizza est la pizza grand-mère à l'envers. Cette pizza fine à la poêle vient d'une partie très spécifique de New York. Elle vient de Long Island, plus précisément du comté de Nassau, et Umberto's est reconnu pour avoir créé ce style de pizza, ou peut-être pas le style, mais le nom. C'est similaire à une pizza sicilienne à la poêle, mais d'après ce que j'ai compris, la sicilienne est un peu plus épaisse, un peu plus proche d'une pizza à la poêle de style Detroit. Celle-ci est plus fine et elle sera plus grande. Mais la recette que je vais adapter aujourd'hui vient de Sip and Feast. Préparons la pâte, il y a un peu de préparation à faire. D'après mes recherches, j'ai appris que vous pouvez utiliser la pâte après l'avoir laissée reposer pendant 4 heures, 12 heures, mais il est recommandé de la laisser au réfrigérateur beaucoup plus longtemps, 12, 24, voire 36 heures. Elle développe beaucoup de saveurs et le gluten se forme aussi, et la pâte sera beaucoup plus élastique plus elle repose longtemps. Plus important encore, elle aura meilleur goût. J'ai déjà prémesuré ma farine. J'aime peser mes ingrédients pour mes recettes si possible, mais je sais que beaucoup de gens n'ont pas de balance. Donc, il faut environ 3 tasses et demie de farine à pain. Et à cela, nous allons ajouter un peu de levure instantanée, du sel et un peu de sucre. Mélangez le tout pour un petit fouettage préliminaire. Maintenant, nous allons ajouter un peu d'eau, 9 onces, un peu plus d'une tasse. Et encore une fois, je fais ça au poids. Je trouve que utiliser une balance est vraiment facile, mais surtout c'est très précis, surtout quand on mesure des choses comme la farine, où la quantité dépend beaucoup du volume et parfois on tasse trop ou parfois c'est trop léger. Donc à mon avis, rien ne vaut la précision d'une balance. 9 onces. D'accord, maintenant on va ajouter un peu d'huile d'olive, juste une cuillère à soupe. Cela rendra la pâte souple et délicate. Il suffit maintenant de mélanger le tout pour obtenir une pâte. J'utilise un fouet à pain ou fouet danois. J'ai beaucoup parlé de cet outil parce que je l'utilise vraiment souvent, bien plus que ce à quoi je m'attendais. Donc, les grands trous rendent cet outil vraiment idéal pour mélanger des pâtes épaisses ou des pâtes à pain, alors on mélange tout ça du mieux qu'on peut. Au début la pâte va être un peu grumeleuse, et une fois que la plupart des ingrédients sont incorporés, on peut y aller avec les mains. Et commencer à pétrir pour incorporer toute la farine. La farine doit absorber toute l'humidité, l'eau et l'huile qu'on a ajoutées, et on va pétrir ça pendant environ 5 minutes ou jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse. Vous voyez, elle est encore très grumeleuse. Et elle n'a pas encore vraiment de forme. Lorsque vous la pétrirez, vous sentirez qu'elle prend de la structure. Et c'est le gluten qui se forme. C'est assez merveilleux parce qu'au début, votre pâte va être très collante, puis elle ne le sera plus. Donc, ne soyez pas tentés d'ajouter plus de farine, car cela changerait l'hydratation ou les proportions d'eau et de farine dans votre pâte. Et vous ne voulez pas ça, vous voulez qu'elle ait ce que la créatrice de la recette a prévu, n'est-ce pas? Donc c'est collant, voyez comme ça colle à mes mains, mais plus on la travaille, moins elle sera collante. Parfois, vous pouvez faire ça si vous voulez, c'est une façon d'éviter qu'elle ne colle et c'est plutôt amusant, c'est une bonne manière aussi de vous défouler ou d'évacuer vos frustrations. Mais déjà, elle prend de la structure, voyez comme elle s'assouplit déjà. Donc, après l'avoir pétrie, nous allons la façonner en boule. On veut que la boule de pâte soit bien jolie. Avec une surface lisse, on va la façonner en boule en repliant tous les côtés en dessous.
C'est bien serré et lisse sur les bords. Repliez-la tout autour pour que la boule soit bien lisse. Regardez, c'est nettement plus lisse maintenant. Alors maintenant, on va prendre un saladier et ajouter un peu d'huile d'olive dedans. Et utiliser le même saladier qu'on a utilisé pour mélanger la pâte, parce que pourquoi salir un autre saladier? Déposez-la dedans, faites-la tourner sur le dessus, puis retournez-la. Pour que la pâte ne sèche pas et pour enrober aussi le dessous de la boule de pâte. Nous allons maintenant envelopper cela dans du film plastique et le placer au réfrigérateur. Il faut le laisser reposer au moins 12 heures, c'est l'idéal, 24 heures. C'est encore mieux pour que la pâte ait le temps de se reposer, de se réhydrater et surtout de développer beaucoup de saveurs. D'accord, je me lave les mains. Voici la pâte préparée plus tôt qui a reposé au frigo. Quand vous êtes prête à faire votre pizza, sortez la pâte et laissez-la reposer à température ambiante pendant quelques heures. Maintenant, nous allons prendre une plaque à rebord. Traditionnellement, cela se fait avec un moule en acier à finition généralement foncée. On m'a dit qu'une demi-plaque de cuisson à rebord fera très bien l'affaire. Même si elle a une surface réfléchissante au lieu de cette finition foncée. Donc ce que je vais faire, comme indiqué dans la recette, c'est que je vais cuire ceci sur une plaque en acier préchauffé que j'ai déjà en train de chauffer dans mon four. Mon four préchauffe à 230 degrés, donc tout est bien chaud, y compris la plaque en acier pour la cuisson. Donc quand je vais poser ce moule dessus, il va chauffer immédiatement. Donc ça devrait permettre d'obtenir une croûte bien croustillante. Dans ma plaque de cuisson, j'ajoute une bonne quantité d'huile d'olive. Ça va aider à éviter que ça colle, mais surtout à dorer et à griller, et peut-être encore plus important, à donner du goût aussi. Ça va ajouter énormément de saveur à la pâte. Voici donc notre pâte reposée. Elle n'a pas beaucoup levé, mais elle est très mignonne. Je vais la sortir. D'accord, et maintenant, nous allons encourager cette pâte à s'adapter à ce moule. Cela peut prendre un peu de temps parce que nous venons de la graisser, mais aussi parce que le gluten veut se rétracter un peu. Mais ce long temps de repos permet au gluten de se former et il s'étire très bien, ce qui donne cet effet de transparence qui se produit. Et cela se produit lorsqu'il y a beaucoup de gluten développé et que c'est si fin que la lumière passe à travers comme une vitre. Donc je vais l'étirer du mieux que je peux. La laisser reposer et pendant qu'elle repose, nous pouvons préparer quelques garnitures. D'accord, donc on y est presque et je vais juste la laisser reposer pendant qu'on prépare nos garnitures. Chill veut dire se détendre, pas mettre au réfrigérateur. Donc, au lieu d'une sauce que vous pouvez utiliser, pour cette recette, vous pouvez prendre votre sauce marinara préférée ou faire comme moi et utiliser des tomates San Marzano entières qu'on va écraser à la main. Versez la sauce ici. On va la réserver sans l'utiliser pour la recette. Gardez-la pour faire des pâtes, pour préparer une sauce. Et on va simplement filtrer la sauce, utiliser les tomates entières. Et on va juste écraser ces tomates et ça va être notre garniture de sauce. Essayez de ne pas mettre du jus de tomate partout, mais bonne chance avec ça. Je pense que c'est impossible. Oh là là, je vais devoir passer la serpillière. J'écrase donc les ingrédients dans ce bol pour notre garniture. Voilà des tomates écrasées à la main. Préparons maintenant notre huile à l'ail. Et voici un peu d'ail émincé. Il y a environ 3 gousses que j'ai hachées. J'ai l'habitude de hacher de grandes quantités d'ail, puis de les mettre dans un sac refermable, un sac de congélation, de l'aplatir bien finement, puis de le marquer pour obtenir des petites portions, de le congeler, puis de le casser une fois qu'il est congelé pour avoir ces petits morceaux d'ail déjà hachés. C'est vraiment génial. J'aime vraiment ce procédé parce que, comme ça, j'ai de l'ail déjà haché sous la main. Enfin, j'ai un pressail, un de ces petits pressailles manuels que j'utilise beaucoup, mais d'une certaine façon, c'est juste génial de pouvoir aller au congélateur et de prendre un petit bloc d'ail déjà préparé. C'est agréable. Alors, je le laisse reposer dans la soucoupe et il a déjà décongelé. Et j'ajoute environ 2 cuillères à soupe d'œufs, un peu plus. Nous allons préparer environ 3 cuillères d'eau à soupe d'huile à l'ail frais.
Alors il suffit de presser l'ail dans l'huile et nous allons l'utiliser pour arroser notre pizza. Ça va être délicieux. Donc l'huile à l'ail est prête, les tomates sont prêtes. Enfin, j'ai de la mozzarella fraîche que j'ai tranchée et j'ai laissé ma trancheuse à fromage dans l'autre cuisine. J'ai utilisé mon épluche légumes et ça a parfaitement fonctionné. Donc c'est juste un bloc de mozzarella fraîche et je le tranche simplement avec mon épluche légumes. Ça marche super bien, regardez-moi ça. Oups, ça ne marchera plus. Plus votre fromage est froid, plus il sera facile à trancher, mais ça fonctionne plutôt bien. Et il vous faut environ 340 à 450 grammes de opache. Donc c'est presque tout un bloc de fromage. Voilà, tout est prêt. Vérifions la pâte. Et maintenant qu'elle a reposé seulement quelques minutes, elle se tient déjà un peu mieux. Toute cette huile et la souplesse de la pâte me rappellent la focaccia, qui est vraiment amusante à faire parce qu'on peut écraser la pâte avec de l'huile. D'accord, donc ceci est une pizza grand-mère à l'envers. Alors commençons par mettre notre fromage. Mozzarella en premier, au lieu de la mettre sur le dessus. On met une couche uniforme en la superposant légèrement pour s'assurer que chaque endroit soit bien recouvert de fromage. Et moi j'aime. La plupart des blogueuses et des passionnés de cuisine sont d'accord pour dire que râper son propre fromage est préférable car il est plus savoureux. C'est tout simplement vrai. Vous n'obtenez pas cette sorte de poudre qu'ils ajoutent pour Rasqualzalchut pour empêcher le fromage de coller. Donc moi, je pense que la quantité de fromage sera parfaite. Puisque j'ai fait tout cet effort pour couper tout ce fromage, je vais en mettre autant que possible ici. D'accord, donc on a pratiquement chaque centimètre carré recouvert d'une couche de fromage. Très bien, encore un petit coup pour bien pousser dans les coins. Maintenant, on va prendre nos tomates concassées et les ajouter par petites touches un peu partout sur la... Disposez le pepperoni sur la pizza en laissant quelques espaces où le fromage reste apparent. Donc, quelques petites touches ici et là. Aussi, si vous n'avez pas de tomates concassées, vous pouvez utiliser de la sauce marinara que vous déposez simplement en petit état ici, d'accord? Mais il est important de ne pas recouvrir entièrement de sauce. Ça a l'air super. Super. Ensuite, on va prendre notre huile à l'ail et en arroser partout. Vous pouvez en mettre aussi peu ou autant que vous voulez, et moi je vais tout utiliser parce que j'adore l'ail. D'accord, cette belle préparation va maintenant dans un four préchauffé à 230 degrés et cuit pendant 12 minutes. On fait pivoter la pizza à mi-cuisson. Et puis, pour les 6 dernières minutes, on la met sur la grille du haut pour qu'elle puisse bien dorer sur le dessus. Donc, un temps de cuisson total de 18 minutes pour toute cette pizza. Ensuite, transférez-la sur une grille pour la laisser refroidir une minute, puis coupez-la et goûtez cette pizza grand-mère à l'envers. On va la goûter. Je reviens dans 25 minutes, les filles. Très bien, mes chéris. Voici la pizza grand-mère à l'envers sortie du four et elle a l'air fantastique. Alors, la recette disait de monter ça dans votre four. Je n'ai pas eu besoin de le faire. En fait, je l'ai cuite directement au milieu sur ma plaque en acier et elle a bien doré. C'est censé avoir cette belle croûte de fromage caramélisé et je n'ai pas eu besoin de la déplacer. Cependant, j'ai remarqué que la croûte manquait de croustillant. Alors j'ai mis toute la plaque sur mon petit réchaud mobile ici, juste pour la rendre un peu plus croustillante. Et ensuite, je l'ai transférée sur une grille pour qu'il y ait un peu de circulation d'air. Et j'espère que ça empêchera la croûte de ramollir. Maintenant, on va prendre de l'origan et en saupoudrer par-dessus. La purée sent super bon. Juste un peu et ça va nous donner une sorte de saveur de pizza typique, du moins à mon avis. Il y a quelque chose dans cette combinaison d'origan, d'ail et de sauce qui dit pizza. Ça a l'air super. Maintenant, on va râper plus de fromage dessus. Traditionnellement, on utiliserait du pecorino romano, mais j'utilise du parmesan car c'est ce que j'ai. Ça a l'air tellement bon. Vraiment, vraiment délicieux. Le fromage fond dès qu'il touche la pizza chaude. Ça ajoute un petit côté salé en plus. Une saveur originale, miam. Ça a l'air tellement bon.
C'est tellement fantastique. Fantastique. Très bien, allons prendre une part. Donc je vais le couper avec des ciseaux. Je sais que certaines personnes n'aiment pas avoir de ciseaux de cuisine dans la cuisine. Je ne fais pas partie de ces personnes. Et j'adore aussi couper la pizza avec des ciseaux. Ce qui est très pratique. D'accord. Et ça, le pain est servi en carré. Je l'ai fait griller sur mon réchaud pour rendre la croûte croustillante. C'est le dessus. Regarde ça, ça a l'air super. Très bien, ma première bouchée de pizza grand-mère à l'envers. Itadakimasu. C'est tellement bon. Tout d'abord, cette croûte est délicieuse. C'est une pâte à pizza style pan, donc elle est un peu plus épaisse que celle que tu recevrais en livraison à la maison. Elle est plus briochée, un peu comme une focaccia, mais savoureuse, moelleuse, et toute cette huile d'olive lui donne tellement de goût, la rend croustillante et croquante au fond. Regarde-moi ça. J'apprécie vraiment la simplicité, ça fonctionne parfaitement. Les tomates ajoutées sont acidulées et savoureuses, avec un vrai goût de tomate et un assaisonnement parfaitement dosé. Ce n'est pas trop salé. Le fromage est bien salé, il a un goût lacté et n'est pas trop complexe. La mozzarella apporte une agréable saveur lactée, un peu de filant, mais aussi, comme elle a gratiné sur le dessus comme ça, elle est devenue bien dorée et croustillante. Il y a une agréable saveur de fromage cuit et légèrement noisetté. Mais je crois que ce que j'aime le plus, c'est cette huile à l'ail. Délicieux. J'adore ce type de pâte à pizza. On retrouve vraiment cette qualité de pâte à pizza cuite à la poêle, à la fois croustillante et moelleuse, sans que ce soit lourd, pâteux ou fade. Rien de tout ça. On obtient une pâte vraiment savoureuse. Je pense aussi que l'origan est assez important ici. Cette recette donne vraiment un goût de pizza. Je n'omettrai pas la couche supplémentaire de fromage sur le dessus. Si vous utilisez du parmesan ou du pecorino, ça ajoute un peu plus de salé, une autre couche de salé et une saveur fromagère un peu corsée sur le dessus. Mais c'est une excellente pizza et je suis sûre que mes enfants vont adorer. Les bords sont tellement bons. Voilà, la pizza grand-mère à l'envers, je la recommande totalement, c'est absolument délicieux. Mon seul conseil, c'est de bien vérifier que votre croûte est croustillante. Si elle ne l'est pas, prenez votre plat entier et mettez-le sur la plaque de cuisson pour faire dorer un peu le dessous. Surveillez les bulles sur le fromage. Évitez de brûler la pizza, mais assurez-vous qu'elle soit bien croustillante. Je pense que c'est vraiment essentiel pour réussir cette pizza. Avoir cette texture merveilleuse de pâte moelleuse et aérée au centre, puis une croûte bien croustillante en dessous. Mais tous les fours sont différents. Votre four peut très bien rendre le dessous de votre pizza croustillant. J'ai cuit la mienne sur une plaque en acier, ce qui a peut-être fait la différence. Si vous n'utilisez pas de plaque en acier, le plat pourrait devenir croustillant naturellement, sans besoin de le faire griller plus longtemps. Mais c'est ça, la cuisine, prendre ses propres décisions selon sa situation. Très bien mes chéris, merci comme toujours de regarder, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose. S'il vous plaît, partagez cette vidéo avec vos amis. Suivez-moi sur les réseaux, likez cette vidéo et découvrez la pizza façon Detroit. Celle-là est aussi phénoménale. Et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Salut, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Oui, c'est l'heure du dîner, on y va.